Ma fille Sandrine a ri, puis elle a dit « Ma belle-mère a tout réussi toute seule, ce qui est complètement différent de toi. » J'ai répondu « Alors, à partir de maintenant, j'arrête de payer tes factures. Nous verrons à quel point elles t'aident. » Elle est restée figée une seconde, puis a demandé « Quelle facture, maman ?» Je me suis assise sur ma chaise habituelle, celle avec le coussin usé que Sandrine n'a jamais pris la peine de remplacer, mes mains tremblantes, tandis que je tenais un verre d'eau. Sur la table trônait le service de vaisselle blanche que je lui avais offert 10 ans auparavant pour son mariage. L'odeur de l'ail et des tomates flottait depuis la cuisine, mais mon estomac était vide. Je n'avais pas faim, seulement étouffée par une boule qui me montait à la gorge. Sandrine était assise en face de moi, souriant avec ce demi-sourire narquois que je connaissais trop bien, le même qu'elle utilisait enfant chaque fois qu'elle pensait avoir gagné une dispute. À côté d'elle, son mari, Christophe, fixait son assiette comme si c'était la chose la plus fascinante du monde. Mes 2 petits-enfants, Lucas et Manon, étaient rivés à leur téléphone dernier cri, complètement inconscients de l'épaisseur de l'air dans la pièce. Puis Sandrine a dit d'un ton plein de condescendance « Tu dois comprendre quelque chose, maman. Éléonore a tout construit elle-même. Elle a démarré son entreprise de zéro, elle voyage partout dans le monde, elle a élevé Christophe. Eh bien, elle n'est pas comme toi, dépendre de papa. Et plus tard, juste exister. Juste exister. » Ces 2 mots ont résonné dans ma tête comme un son tombant dans un puits profond. Mon visage brûlait, mes yeux piquaient, mais je n'ai pas pleuré. Pas devant elle. Pas après tout ce que j'avais fait. J'ai pris une lente inspiration, j'ai compté silencieusement jusqu'à 3 et j'ai parlé, calme, froide, comme si je sortais d'un long sommeil. J'ai compris. J'ai posé ma serviette sur la table lentement, délibérément. Si Éléonore est si capable, qu'elle t'aide dorénavant. Sandrine a froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Je vais arrêter de payer tes factures. Mes mots sont tombés fermement, chacun frappant comme une pierre jetée dans l'eau immobile. La scolarité des enfants, le prêt de la voiture, la mutuelle, l'abonnement à la salle de sport, le crédit immobilier, tout. Qu'Éléonore t'aide. Le silence qui a suivi était suffocant. Christophe a levé les yeux, écarquillé. Lucas a posé son téléphone. Manon m'a regardé, sentant soudain que quelque chose de grave venait de se produire. Et Sandrine, son visage est devenu pâle. Maman, elle a dégluti difficilement. « De quelle facture parles-tu? » « Quelle facture ?» Cette question fut la goutte qui a fait déborder le vase. Ma fille de 45 ans, diplômée, mariée, avec 2 adolescents, n'avait aucune idée du nombre de choses que j'avais discrètement portées pour elle toutes ces années. Elle n'avait aucune idée du poids que je portais, mois après mois, pendant qu'elle faisait l'éloge de sa belle-mère et regardait sa propre mère de haut. Je me suis levée lentement, j'ai pris mon vieux sac en cuir marron, celui qui m'avait suivi au fil des ans, usé mais fiable, tout comme moi. J'ai regardé Sandrine droit dans les yeux. Il n'y avait pas de colère, seulement de la déception, et quelque chose qu'elle n'avait pas encore reconnu, de la résolution. « Tu le découvriras », ai-je dit doucement, chaque mot lourd comme une pierre. « Demande à la banque ou demande à Éléonore. » J'ai quitté l'appartement sans me retourner. Mes pas résonnèrent dans le couloir, réguliers, fermes. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont refermées, j'ai pu entendre Sandrine m'appeler « Maman, attends !» Mais je n'ai pas attendu. Pas cette fois. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, la maison que j'avais bâtie brique par brique, avec ma propre sueur, j'ai réalisé quelque chose. Être invisible ne signifie pas être faible. Et lorsqu'une femme invisible décide enfin de parler, le monde entier tremble. Je m'appelle Anne. J'ai 68 ans. Mes mains sont calleuses après une vie de travail, mais mon cœur, bien que marqué, bat encore fort. Cette conversation n'était pas une fin. C'était un commencement. Pendant 20 ans, j'avais construit des châteaux pour que ma fille puisse y vivre, sans jamais remarquer que j'étais la fondation sous ses pieds. Vous voulez savoir pourquoi les mots de Sandrine m'ont tant blessée? Parce que ma fille n'a jamais vraiment su qui j'étais. Personne ne le savait. J'étais devenue si silencieuse dans mes sacrifices que même mon propre enfant pensait que j'existais seulement. Laissez-moi vous dire la vérité. J'avais 35 ans lorsque mon mari Daniel est mort. Sandrine avait 12 ans ce matin-là. Il pleuvait un crachin, le genre de journée qui vous avertit que quelque chose de terrible arrive. Il est parti tôt pour effectuer une livraison. Nous possédions une petite librairie papeterie dans le nord de la ville. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à nous. 2 heures plus tard,
J'ai reçu l'appel téléphonique qui a coupé ma vie en deux. Accident. Les freins du camion avaient lâché. Daniel n'a pas survécu. Je me souviens encore des obsèques. Le cercueil fermé, l'odeur lourde des fleurs blanches. Sandrine s'accrochant à moi et mouillant la robe noire que je portais. Je suis restée là, incapable de pleurer. Non pas que je n'en avais pas envie, mais parce que je craignais que si je commençais, je ne m'arrêterais jamais. Les gens me regardaient avec pitié. Pauvre Anne. Comment va-t-elle survivre? Une femme seule avec un enfant, aucune vraie profession, aucune profession. Comme si gérer une maison, élever un enfant et maintenir une entreprise en vie n'était pas du travail. Une semaine après les funérailles, le comptable de Daniel est venu avec un dossier. Dettes, loyers impayés, factures en souffrance. J'ai fixé les chiffres rouges, un déficit de 34 800 €. Et j'ai pensé, soit je m'effondre, soit je me relève. Je me suis relevée. J'ai repris le magasin. J'ai appris à négocier avec les fournisseurs, à créer des feuilles de calcul, à me lever à 5 heures du matin pour vérifier les stocks avant que Sandrine ne se lève pour l'école. Mes mains se sont endurcies à force de porter des cartons. Mon dos me faisait constamment souffrir, mais je n'ai pas arrêté. Pourquoi? Parce que je regardais ma fille dans son uniforme scolaire en train de déjeuner et je pensais, elle aura une vie meilleure que la mienne. Elle ira plus loin. Et elle l'a fait. Du moins, je le croyais. Quand Sandrine a dit qu'elle voulait étudier le commerce, je n'ai pas hésité. Les frais de scolarité étaient de 1 800 € par mois pendant 4 ans. J'ai calculé plus de 85 000 € au total, bien au-delà de ce que j'avais économisé. Mais j'ai accepté. J'ai travaillé 2 fois plus dur. J'ai transformé notre petite papeterie en une entreprise de distribution, signant des contrats avec des écoles de la région. Je restais éveillée la nuit à préparer des devis. J'ai refusé les sorties, les vacances et chaque petite joie. Ma vie, c'était Sandrine. J'étais là à sa remise de diplôme, assise au dernier rang, portant ma vieille robe bleu marine. J'ai pleuré de fierté, d'épuisement et de soulagement. 2 ans plus tard, elle a dit « Maman, j'ai besoin de faire un MBA. Tout le monde au travail en a un si on veut être promu. Coût, 40 000 €. » J'ai dit « Vas-y, je m'en occupe. » Et je l'ai fait, d'une manière ou d'une autre. Quand elle a épousé Christophe, j'ai versé 120 000 € d'apport pour leur appartement. « Tu n'es pas obligée, maman, m'a-t-elle dit. » Mais ses yeux pétillaient. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai murmuré « Je veux juste que tu commences ta vie sans dette. » 3 ans plus tard, je lui ai acheté une voiture de 65 000 €, payée intégralement. J'ai vendu mes actions, vidé mes économies d'urgence, juste pour voir son sourire lorsqu'elle tenait les clés. Et pendant toutes ces années, pas une seule fois Sandrine n'a demandé « Maman, est-ce que tu vas bien? As-tu besoin de quelque chose pour toi? » Je suis devenue la pourvoyeuse invisible, le compte magique qui payait chaque facture. Et personne n'a jamais demandé d'où venait l'argent, jusqu'à ce que j'arrête. Quand j'ai finalement dit non, au lieu de la gratitude, elle m'a comparée à sa belle-mère, Éléonore, la femme qu'elle croyait avoir conquis le monde toute seule. Mais la vérité sur Éléonore, ça, je vous la raconterai plus tard. C'est seulement lorsque je l'ai découverte que tout a finalement pris sens. Éléonore. Le simple fait d'entendre ce nom me serrait la poitrine. Pas par envie, du moins pas au début, mais par la piqûre amère d'être constamment comparée à quelqu'un qui n'était même pas dans la même course. La première fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était 3 mois après que Sandrine ait commencé à fréquenter Christophe. Elle est rentrée à la maison, les yeux brillants. « Maman, j'ai déjeuné chez Christophe aujourd'hui. Sa mère est incroyable. » Ce mot, incroyable, a sonné à mes oreilles comme une cloche stridente. Non pas parce que j'étais jalouse, me disais-je, mais parce qu'il y avait dans sa voix une admiration que je n'avais jamais entendue à mon égard. Elle possède une entreprise de cosmétiques, beauté naturelle. Tu as sûrement vu leurs produits en pharmacie. Sandrine a fait défiler son téléphone avec excitation. Regarde, voici leur bureau. N'est-ce pas magnifique? Et elle a tout construit après avoir divorcé du père de Christophe. Toute seule. Toute seule. Ces mots encore. Lorsque j'ai rencontré Éléonore pour la première fois à la fête de fiançailles, j'ai compris pourquoi Sandrine l'idolâtrait. Elle est entrée dans la pièce comme si elle lui appartenait. 64 ans, mais elle en paraissait à peine 50. Cheveux blonds parfaitement méchés, robe de créateur, ce léger parfum coûteux, ongles manucurés et des bijoux discrets mais onéreux. Tout chez elle criait un seul message. J'ai réussi. Et moi? Je portais ma vieille robe bleu marine,
mon sac en cuir éraflé et des chaussures plates, car mes pieds ne supportaient plus les talons après des années de travail debout. « Vous devez être Anne », a-t-elle dit, embrassant l'air près de mes 2 joues, polie mais détachée, comme si elle ne me voyait pas vraiment. « Sandrine parle tellement de vous. C'est charmant d'avoir une mère si présente. » Présente. Ce mot sonnait comme si elle sous-entendait quelque chose de complètement différent. Le temps a passé. Le mariage a eu lieu. Progressivement, Éléonore a pris plus de place dans la vie de ma fille. Déjeuners hebdomadaires, virées shopping, week-end dans sa villa sur la Côte d'Azur. « Maman, Éléonore m'a invitée à un salon professionnel à Lyon », m'a dit Sandrine au téléphone, ravie. « Je vais apprendre tellement de choses sur l'entrepreneuriat. » L'entrepreneuriat. Comme si je n'avais pas bâti une entreprise moi-même. Comme si transformer une papeterie défaillante en une entreprise de distribution rentable ne comptait pas comme de l'entrepreneuriat. Mais j'ai seulement souri et dit « C'est formidable, ma chérie. Vas-y. » Les choses ont vraiment changé après la naissance de Lucas et Manon. Éléonore est arrivée avec des cadeaux somptueux. Un berceau importé à 4 500 €, des vêtements de bébé de marque, des jouets éducatifs qui coûtaient plus que mon crédit immobilier. Et moi, j'achetais les couches, les médicaments, je payais l'assurance maladie, les choses sans glamour que personne ne publie sur Instagram. Les déjeuners chez Éléonore sont devenus plus fréquents. Sandrine revenait souvent en disant « Maman, tu devrais voir son cellier. Elle a des bouteilles qui valent 2 000 € » ou « Elle revient juste de Paris. » Elle a séjourné dans un hôtel 5 étoiles avec vue sur la tour Eiffel. Et caché dans chaque histoire, il y avait une comparaison. Éléonore va à Paris. Je reste dans ma petite ville. Éléonore boit du grand vin. Je bois du jus en cubi. Éléonore porte des vêtements de créateur. Je raccommode les miens. Mais le pire n'était pas l'argent ou les cadeaux. C'était le poison enveloppé dans des mots sucrés. Anne, vous travaillez trop dur. Ne prenez-vous jamais de vacances? A demandé Éléonore lors d'un déjeuner de famille. Une femme doit prendre soin d'elle-même. Je dis toujours que si vous ne vous valorisez pas, personne d'autre ne le fera. Comme si j'avais choisi la difficulté, comme si j'aimais ne jamais me reposer. Une autre fois, elle a souri légèrement et a dit « Sandrine m'a dit que vous possédiez une petite entreprise de distribution de fournitures de bureau. Comme c'est mignon, j'adore ces petites entreprises familiales. Elles ont une ambiance tellement charmante. Petite entreprise. » Chaque mot transperçait ma fierté comme une aiguille. Le pire, c'est que Sandrine ne m'a jamais défendue. Elle riait, hochant la tête comme si elle croyait vraiment que ma vie était petite, insignifiante, indigne de respect. Jusqu'à un soir, lors d'un dîner chez eux, 2 ans après leur mariage, Éléonore a dit quelque chose qui, rétrospectivement, aurait dû tout me dire. « Sandrine, le plus grand héritage que nous puissions laisser à nos enfants, ce n'est pas l'argent, c'est l'exemple. L'exemple de l'indépendance, de la résilience et de la réussite construite par soi-même. » Sandrine m'a regardé juste une seconde. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la honte, peut-être de la déception. Je ne saurais dire, mais mon cœur souffrait parce que je lui avais tout donné. Mon temps, mon argent, mes rêves, ma vie. Et pourtant, dans son esprit, façonné par l'influence de cette femme, je ne lui avais pas donné la chose la plus importante de toutes, un modèle. Ce que Sandrine ne savait pas, c'est que l'histoire parfaite d'Éléonore était un masque, brillant à l'extérieur, creux à l'intérieur. Lorsque j'ai découvert la vérité, tout s'est mis en place. Son arrogance, ses pics subtils, son besoin constant de se prouver, tous les symptômes de ce qu'elle cachait. Mais à l'époque, j'étais toujours la mère invisible, estompée par la fausse aura que ma fille vénérait. Cette obscurité ne s'est dissipée que lorsque j'ai finalement trouvé la force d'allumer la lumière et de révéler ce qu'il y avait derrière. Vendredi matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Comme errer dans le brouillard si longtemps qu'on oublie qu'on est perdu, jusqu'à ce qu'un coup de vent puissant chasse tout. Et soudain, on peut voir la route devant soi. J'avais à peine dormi. Toute la nuit, j'avais rejoué chaque mot de ce dîner. Elle n'est pas comme toi, maman. La voix de Sandrine résonnait dans mon esprit comme un disque rayé. Mais sous la douleur, un autre sentiment montait, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La colère. Pas la colère sauvage qui fait crier, mais une colère froide, acérée, qui donne de la concentration. Je me suis levée à 6 heures, j'ai préparé un café noir sans sucre et je me suis assise à la petite table de cuisine où j'avais planifié toute ma vie. J'ai ouvert mon vieil ordinateur portable, celui que Sandrine moquait toujours, et je me suis connectée à mon compte bancaire.
Il était temps de regarder les chiffres en face. J'ai saisi mon carnet et j'ai commencé à noter chaque dépense, chaque transaction, chaque paiement automatique que j'avais effectué au fil des années. Mes doigts tremblaient, non pas de peur, mais de fureur. Frais de scolarité privée pour les 2 enfants. 3 200 € par enfant, soit 6 400 € au total chaque mois pendant 4 ans, 37 200 € dépensés. Assurance santé familiale. 2 180 € mensuels pendant 3 ans, 78 480 €. Le prêt de l'appartement que j'avais apporté. 80 paiements restants de 2 340 € chacun, 187 200 € que j'avais couverts. La voiture, 68 000 € payés intégralement il y a 2 ans. Les charges de copropriété, j'ai aidé temporairement juste après leur mariage, 890 € par mois pendant 28 mois, 24 920 €. Les courses, j'intervenais quand ils étaient à court, environ 800 € presque chaque mois, soit un total d'environ 25 000 €. L'abonnement de Sandrine à la salle de sport pour des raisons de santé, 240 € mensuels, 8 640 €. Les cours d'anglais de Lucas, 580 € par mois, 20 880 €. Les cours de ballet de Manon, 420 € mensuels, 15 120 €. Je me suis adossée à ma chaise, fixant le carnet. Au total, j'avais payé plus de 735 000 €, volatilisés comme si j'étais un distributeur automatique ambulant. Et Sandrine, elle n'en avait même pas conscience. Quelle facture, maman? Cette question résonnait à nouveau dans ma tête. J'ai décroché le téléphone et appelé la banque. J'ai annulé chaque paiement automatique, chaque autorisation de virement. La commise a demandé « Madame, êtes-vous sûre, cela pourrait être une erreur ?»« Je suis sûre », ai-je dit calmement, sans la moindre trace d'hésitation. Ensuite, j'ai pris une douche. L'eau chaude coulait sur mon dos, emportant non seulement la fatigue, mais aussi des années d'endurance silencieuse. Quand je suis sortie, je me suis regardée dans le miroir embué. La femme de 68 ans qui me regardait avait des cheveux argentés, que j'ai toujours trouvés beaux, même si Sandrine me disait de les teindre. Des rides autour des yeux sculptés à la fois par le rire et les larmes silencieuses, et des mains calleuses, fortes. Je ne suis pas invisible, ai-je dit à mon reflet. J'ai juste laissé les gens me traiter de cette façon. À 10 heures, j'ai rencontré Sylvie à notre café habituel près de l'entreprise de distribution. Elle était mon amie depuis plus de 30 ans, depuis avant le décès de Daniel. Dès qu'elle m'a vue, elle a ri. Ce visage, soit tu as gagné au loto, soit tu as pris une grande décision. Une grande, ai-je répondu, remuant son cappuccino distraitement. Puis je lui ai tout raconté. Le dîner, les mots de Sandrine, l'argent que j'avais versé dans leur vie, et comment j'avais tout annulé. Sylvie est restée silencieuse une seconde, puis a éclaté de rire. Enfin. Je pensais que tu allais laisser cette fille te saigner à blanc jusqu'à la fin. J'ai été stupide, Sylvie. Stupide pendant des années. Non, a-t-elle dit, prenant ma main. Tu étais juste une mère. Les mères donnent tout, jusqu'à la dernière goutte. Mais à un moment donné, tu dois comprendre que tout donner n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est de l'autodestruction. Cette phrase m'a transpercée. Autodestruction. Exactement. J'avais élevé une fille qui ne comprenait la valeur de rien, qui pensait que tout apparaissait simplement, qui dédaignait sa propre mère parce qu'elle n'avait jamais eu à se battre elle-même. Alors, quoi maintenant? A demandé Sylvie. Je ne dirai pas un mot, ai-je dit, sirotant le café amer. Je veux voir combien de temps il lui faudra pour réaliser que le robinet est tari. Voyons si elle court vers sa belle-mère parfaite. Sylvie a haussé un sourcil, souriant malicieusement. Ça va être divertissant. Oui, j'ai acquiescé. Mais cette fois, je ne suis pas le second rôle. Quelque chose de nouveau a bougé en moi. Pas de l'amertume, pas de la vengeance, mais de la justice. Il était temps de prouver à Sandrine et à moi-même que je n'étais pas la femme qui existait seulement. J'avais bâti une carrière à partir de rien, élevé ma fille seule, porté ses rêves, sa scolarité, son appartement, sa voiture, tout avec mon effort, ma sueur et mon sacrifice. Et maintenant, j'allais arrêter. Je voulais voir si ce château pouvait tenir debout lorsque sa fondation aurait disparu. Parce qu'il y a une chose que Sandrine n'avait pas comprise. Elle avait oublié qui avait tout maintenu ensemble pour elle. Je lui ai donné 3 semaines. 3 semaines jusqu'à ce que la première facture arrive à échéance. Je serai là, non pas suffisante, mais convaincue que parfois, la plus grande leçon que l'on puisse enseigner à quelqu'un que l'on aime est de le laisser affronter ses propres conséquences. 22 jours.
C'est exactement le temps qu'il a fallu avant que la première explosion ne se produise. J'étais en train de vérifier les stocks à l'entreprise quand mon téléphone a sonné. Le nom s'est affiché à l'écran. Sandrine. Mon cœur a fait un bond, un réflexe que seule une mère peut avoir lorsque son enfant appelle. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Maman, il y a un problème. »« Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, notant encore des chiffres dans mon carnet, faisant semblant d'être calme. L'école a appelé. Ils ont dit que les frais de scolarité des enfants ont 3 semaines de retard et qu'il y a une pénalité. Tu n'avais pas mis en place le paiement automatique? Donc, dans son esprit, tout était toujours automatique, comme si l'argent sortait de nulle part. Si, ai-je dit, feuilletant un bon de livraison, mais je l'ai annulé. L'autre bout du fil est devenu silencieux. Tu l'as annulé. Comment as-tu pu faire ça sans me prévenir? De la même manière que tu m'as comparé à ta belle-mère sans me prévenir, ai-je répondu, ma voix plus froide que prévu. Maman, s'il te plaît. C'est pour les enfants. Ils vont être humiliés si leurs noms sont affichés à l'école. Mon cœur s'est serré à l'idée de Lucas, le rat de bibliothèque discret, et de Manon, la petite artiste qui aimait montrer ses dessins colorés. Pendant un instant, j'ai failli céder, mais je me suis souvenu du sourire moqueur de Sandrine, des années où j'avais été invisible. Sandrine, tu as 45 ans. Tu as un diplôme, un mari et 2 adolescents, ai-je dit lentement. Les frais de scolarité sont de 3 200 € par enfant. Toi et Christophe, vous ne pouvez pas gérer 6 400 € par mois pour vos propres enfants? Tu sais que nous sommes justes financièrement, maman. Christophe doit encore de l'argent à sa mère pour le prêt auto qu'elle nous a aidé à obtenir. J'ai figé. Sa mère a aidé? Tu parles d'Éléonore? Oui, Éléonore. Elle vous a aidé à acheter la voiture, avec intérêt, je suppose. Sandrine a hésité. 5% par mois. Elle a dit que c'était pour nous apprendre la responsabilité financière. J'ai ri un rire sec et amer. Et la scolarité, l'assurance, l'appartement, la voiture, la salle de sport. Qui penses-tu à payer tout ça? Moi. Et je n'ai jamais facturé un centime d'intérêt. Je n'ai même jamais demandé de merci. À l'autre bout, Sandrine a commencé à pleurer. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Si nous ne payons pas, l'école va retenir les dossiers des enfants. À partir de maintenant, ai-je dit fermement, tu feras ce que fait toute femme adulte. Assieds-toi avec ton mari, examinez vos dépenses, coupez ce que vous devez, et payez vos factures, ou demande à ta belle-mère parfaite. Éléonore, ne. Quoi? Ai-je interrompu. Rien. Oublie ça. Mais je n'ai pas oublié. Il y avait quelque chose dans son ton. Je pouvais dire que Sandrine cachait quelque chose. Combien de fois lui as-tu emprunté? Ai-je demandé. Ce n'est pas pertinent. Ça l'est. Combien? Après quelques secondes de silence, elle a soupiré. 2 fois. Une fois pour refaire la cuisine, une fois pour acheter un réfrigérateur, et elle t'a prêté l'argent avec intérêt. 5% par mois, et tu le rembourses toujours. 6 mois de plus, 10 000 € chaque mois. Ma poitrine s'est serrée. 60 000 € dus à sa belle-mère, alors que j'avais tout payé sans jamais rien demander. Eh bien, alors tu sais ce que tu dois faire, Sandrine. Appelle Éléonore. Emprunte encore. Apprends cette responsabilité financière dont elle parle. Maman, s'il te plaît. Sa voix tremblait. Je n'ai rien dit. J'ai raccroché. J'ai posé mon front sur le bureau, essayant de respirer. Douleur, colère, soulagement et culpabilité se mêlaient en moi. Puis mon téléphone a vibré. Un message de Sandrine. « Maman, nous devons parler. Nous ne pouvons pas laisser les choses ainsi. » Je n'ai pas répondu. Cette nuit-là, Sylvie a appelé. Alors, a-t-elle réalisé? Oui. Et toi, ça va? J'ai regardé par la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Des enfants riaient, des voitures passaient. Le monde ignorait la tempête silencieuse en moi. Ça va, ai-je dit. J'étais fatiguée, souffrante, mais en paix, car j'avais enfin déposé un fardeau qui n'était jamais le mien. Parfois, nous aimons tellement que nous oublions d'enseigner. Et l'enseignement fait mal, tant à l'enseignant qu'à l'élève, mais il est nécessaire. Sandrine devait tomber pour apprendre à se relever. Je ne m'attendais pas à ce que cela se produise si tôt. La cousine de Sylvie, Nathalie, qui travaillait comme serveuse dans un restaurant chic du centre-ville, m'a envoyé un SMS 2 jours plus tard. « Anne, ta fille est ici avec cette femme blonde de la photo que tu m'as montrée. Elles ont l'air sérieuses. Mon estomac s'est tordu. » Sandrine était allée voir Éléonore, exactement comme je l'avais prédit.
J'ai répondu par SMS. Peux-tu entendre ce qu'elles disent? Je vais essayer. Leur table est près du comptoir. J'ai fixé mon téléphone pendant 20 longues minutes. Puis, son long message est arrivé. Nathalie, la cousine de Sylvie, avait des oreilles fines, comme une chauve-souris. Elle a dit que Sandrine est arrivée nerveuse. Elle a commandé un verre de vin, chose qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était désespérée. Éléonore est arrivée, immaculée comme toujours, cheveux parfaitement coiffés, lunettes de soleil sur la tête, ongles manucurés tapotant le bord de son verre de chardonnay. La conversation a commencé par des banalités. Les enfants, le travail de Christophe, des bavardages sans importance. Puis Sandrine a finalement rassemblé son courage. « Éléonore, j'ai besoin de te demander de l'aide », a-t-elle dit, la voix tremblante, selon Nathalie. « Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce que c'est ?» Éléonore a souri, ce sourire froid et entendu de quelqu'un qui sait déjà ce qui va arriver. Ma mère a coupé tout le soutien financier qu'elle nous envoyait, sans prévenir. Maintenant, nous sommes submergés par les factures. Les frais de scolarité des enfants, les cartes de crédit, le prêt auto de Christophe. C'est environ 8 400 € et je dois les trouver d'ici vendredi. Sandrine tordait la serviette dans ses mains, son désespoir quantifié par des chiffres. Éléonore a pris une lente gorgée de vin, savourant non pas la saveur, mais le moment, le pouvoir d'être suppliée. « Je vois », a-t-elle dit doucement, trop doucement. « Mais Sandrine, ne penses-tu pas qu'il est temps que vous appreniez à vivre de vos propres revenus? Toi et Christophe, vous êtes des adultes. » Les mêmes mots que j'avais prononcés, mais sortis de ses lèvres, ils devenaient des couteaux dégoulinants de mépris. Je sais. C'est juste une mauvaise passe. Une fois que Christophe aura sa promotion. Sandrine, a interrompu Éléonore, posant son verre avec un cliquetis sec. Ta mère t'a gâtée, et maintenant tu en payes le prix. Quand j'ai lu cette partie du message de Nathalie, j'ai dû m'asseoir. Mes yeux me brûlaient. Je l'avais gâtée. J'avais ruiné ma propre fille. Mais tu peux m'aider, n'est-ce pas? Tu dis toujours que la famille est primordiale. Oui, la famille est primordiale. Éléonore a fait signe au serveur pour plus de vin. Mais la vraie aide, ce n'est pas de donner de l'argent, c'est d'enseigner la responsabilité. Nathalie a dit que le visage de Sandrine s'est effondré. Ses yeux se sont remplis de larmes. Ses mains tremblaient. « Éléonore, s'il te plaît, juste 8 400 €. Je promets de te rembourser. » Un long silence a suivi. Éléonore a tiré un sac Prada de sa chaise, a sorti son téléphone et a tapoté pendant quelques secondes qui ont dû paraître des heures à Sandrine. « Très bien », a-t-elle soupiré, comme si elle accomplissait un grand acte de générosité. « Je vais te transférer 2 000 € tout de suite. C'est tout ce que je peux faire. J'ai mes propres obligations, tu comprends? 2 000. Quand Sandrine en avait besoin de 8 400. C'est tout. » La voix de Sandrine était à peine un murmure. « Ma chérie, j'ai des factures aussi. Et des investissements. J'en aurai besoin dans 30 jours, avec l'ajustement habituel. » Sandrine a pâli. 5% d'intérêt. Exactement. Taux standard, ma chère. Dans 30 jours, tu me rendras 2 100 €. Est-ce que ça te va? J'avais donné à ma fille des centaines de milliers sans jamais demander un centime, tandis que cette femme prêtait 2 000 et exigeait 100 de plus. J'essaierai, a dit Sandrine, sa voix se brisant. Selon Nathalie, elles sont restées encore 20 minutes. Éléonore a continué à parler de la façon dont elle avait tout construit à partir de rien, de l'indépendance, de la façon dont le monde ne donne rien gratuitement. Chaque mot transperçait la fierté de ma fille, chaque phrase une comparaison subtile avec moi. Ta mère t'a trop protégée de la réalité. Maintenant, tu apprends à la dure, a conclu Éléonore. Elle a payé l'addition de 340 € pour seulement du vin et des entrées avec une carte de crédit dorée. Mais un jour, tu verras que c'est bon pour toi, a-t-elle dit, son ton doucereux mais venimeux. Quand Nathalie a fini de tout raconter, je suis restée immobile sur le canapé pendant près d'1 heure, absorbant tout. Sandrine, ma fille, était allée supplier cette femme pour de l'aide, avait été humiliée à cause de moi et était repartie avec seulement 2 000 € plus les intérêts. J'avais tout donné, n'attendant rien d'autre que l'amour. Et pourtant, cette femme était sur un piédestal comme le symbole de la force. Mais quelque chose dans son excuse me dérangeait. Éléonore prétendait que son entreprise était en restructuration, en investissement, une excuse commode pour ne pas prêter plus. J'ai appelé Sylvie. « Sylvie, connais-tu toujours Maurice, ce comptable qui travaille avec les entreprises de cosmétiques? » « Oui. » « Pourquoi? » « J'ai besoin que tu découvres quelque chose pour moi. » Sur Éléonore, ai-je expliqué brièvement.
Une femme qui se vantait de richesse et de succès et qui ne pouvait prêter que 2000 € en facturant des intérêts d'usurier. Quelque chose n'allait pas. Anne, qu'est-ce que tu prépares encore? Harry Sylvie au téléphone. Rien de dramatique, ai-je dit, regardant par la fenêtre alors que le soleil couchant peignait les immeubles en orange. Je veux juste savoir qui est vraiment la femme que ma fille idolâtre. J'avais une intuition, et si j'avais raison, tout était sur le point de changer. 2 jours plus tard, Sylvie a appelé. Anne, assieds-toi. Ce que je vais te dire va te choquer. Éléonore est une fraude, une illusion parfaite. J'ai failli laisser tomber ma tasse de café. J'étais assise sur la vieille chaise en bois de mon porche. La lumière du soleil de l'après-midi était chaude sur mon visage. Pourtant, un frisson me parcourait l'échine. Reprends depuis le début. Sylvie a pris une profonde inspiration. Maurice m'a montré les dossiers. J'ai aussi parlé avec 3 fournisseurs de beauté naturelle, et cette entreprise est noyée sous les dettes, près de 890 000 €, juste un peu moins d'1 million. J'ai figé. Comment une entreprise qui vend des produits dans toutes les pharmacies peut-elle finir comme ça? Mauvaise gestion, a dit Maurice. Éléonore n'a rien construit. Elle a tout hérité de son père, Arnaud, propriétaire de 3 usines de cosmétiques. Il est mort en 2003 et a tout laissé à son unique enfant. Je me suis souvenu de ce nom. J'avais vu la vieille plaque dans le bureau d'Éléonore. Industrie Arnaud, établie en 1978. Je n'y avais jamais prêté attention. Et elle a dilapidé toute la fortune, a poursuivi Sylvie. En 2019, Éléonore a ouvert 3 boutiques de luxe dans de grands centres commerciaux. Les coûts de rénovation, de mobilier et de personnel se sont élevés à des centaines de milliers, mais les ventes n'atteignaient que la moitié de ses prévisions. Laisse-moi deviner, ai-je dit doucement. Elle a tout fermé. Exactement. En 2022, les 3 magasins ont fait faillite. Elle est enterrée sous les dettes fournisseurs et les prêts bancaires. Maintenant, elle jongle simplement avec de nouvelles dettes pour payer les anciennes. J'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à noter chaque détail. Et cet appartement luxueux où elle vit? Loué. 3 800 € par mois et elle a 2 mois de retard, selon l'amie de Nathalie qui travaille dans l'immobilier. Loué. J'étais stupéfaite. Oui. Et la voiture de luxe, elle doit encore 78 000 € dessus. Les vêtements de créateur et les bijoux, tout est à tempérament. 4 cartes de crédit à découvert, dettes renouvelables d'environ 20 000 €. J'ai regardé au loin. L'image de la femme parfaite que ma fille avait admirée s'est brisée dans mon esprit comme un château de sable emporté par la marée. Et cette villa dont elle se vante toujours, ce n'est pas la sienne. Elle appartient à son ancienne belle-sœur. Éléonore l'emprunte chaque fois que la femme est absente, puis elle publie des photos sur Instagram comme si c'était la sienne. Chaque mot de Sylvie s'est mis en place. Maintenant, je comprenais pourquoi elle facturait des intérêts à son propre fils. Pourquoi elle ne pouvait prêter que 2 000 € à Sandrine. Pourquoi son glamour portait toujours cette tension cachée. Sylvie, peux-tu tout imprimer pour moi? Documents, articles, relevés, tout. Déjà tout envoyé par email. Il y a un article du journal économique sur la fermeture de ces magasins, plus les poursuites des fournisseurs. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu 15 fichiers. J'ai lu chacun d'eux comme si j'assemblais un rapport classifié. Un article de 2022 était intitulé « Beauté naturelle ferme 3 magasins de luxe après avoir perdu 1,2 million d'euros ». Une photo montrait Éléonore debout devant un magasin, forçant un sourire confiant. Un autre fichier détaillait un procès d'un fournisseur réclamant 240 000 € de matériaux impayés. Il y avait même des plaintes d'employés concernant des salaires en retard. « Anne, tu es toujours là ?» a demandé Sylvie. « Je suis là juste en train de tout digérer. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Cette question m'a fait marquer une pause. Ma première réaction fut la colère contre cette femme qui avait empoisonné l'esprit de ma fille, qui m'avait ridiculisée, qui vivait de mensonges. Mais ensuite, une pensée plus froide et plus claire a fait surface. « Je vais garder ça, » ai-je dit. « Pour l'instant. » Garder ça pourquoi? Parce que cette information a de la valeur. Et je l'utiliserai quand le moment sera venu. Anne, tu prépares encore quelque chose, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'appellerais ça un plan. Je sais juste qu'il est temps que la vérité soit vue. Sandrine a besoin de savoir qui est vraiment la femme qu'elle vénère. Cet après-midi-là, j'ai organisé chaque document dans un dossier. Je l'ai divisé en sections. Dettes, procès, tromperie, façade. Chaque page était une preuve. Chaque photo une accusation. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je n'arrêtais pas de penser. Éléonore avait construit toute une illusion. Femme d'affaires à succès, belle-mère parfaite, et Sandrine l'avait complètement cru. Mais je ne faisais pas ça par vengeance. Je le faisais pour la vérité.
parce que je voulais que ma fille réalise que la lumière qu'elle poursuivait n'était qu'un projecteur. Je voulais qu'elle voie que moi, la femme qu'elle regardait de haut, j'étais celle qui avait construit quelque chose de réel, avec force, honneur et mes 2 mains. Le lendemain matin, Sandrine m'a envoyé un SMS. « Maman, j'ai réussi à couvrir la moitié des frais de scolarité. Éléonore m'a prêté le reste et je le paierai petit à petit. Les enfants n'auront pas à être gênés. » J'ai lu le message 3 fois. Éléonore lui avait prêté l'argent comme si c'était une grande faveur. 2 000 € avec 5% d'intérêt. Je n'ai pas répondu. J'ai juste sauvegardé le message, une autre pièce du puzzle pour ce qui allait arriver ensuite, parce que j'avais pris ma décision. Très bientôt, j'inviterai tout le monde à dîner. Sandrine, Christophe, les enfants et Éléonore. Un dîner où la vérité serait le plat principal. Là, les masques tomberaient. La femme parfaite serait exposée par des faits, par des chiffres, par des documents qui ne pourraient être niés. Et moi, la mère invisible, je montrerais enfin ma vraie valeur. Non pas par des cris, pas par la rage, mais par la lumière de la vérité. Car parfois, la vengeance la plus profonde n'est pas le bruit. C'est d'allumer la lumière dans une pièce sombre et de laisser chacun voir ce qu'il prétendait ne pas remarquer. 63 jours après cette soirée fatidique, un samedi après-midi, ma sonnette a retenti. J'étais dans la cuisine en train de préparer un gâteau au pain de maïs, selon la vieille recette de ma mère, celui avec une touche d'anis, et je savais que le dîner était sur le point de commencer. La douce odeur du gâteau remplissait la maison. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier, et je suis allée ouvrir la porte, pensant que c'était Sylvie qui apportait les plantes de bromélia qu'elle avait promises la veille. Mais quand j'ai ouvert, Sandrine se tenait là. Elle avait l'air complètement différente. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, son visage était nu, des cernes sous les yeux. Son chemisier en lin était froissé, comme si elle avait dormi dedans. Et dans ses mains, il y avait un bouquet de roses enveloppé de papier de soie, noué avec un ruban doré, le genre cher que je savais qu'elle ne pouvait pas se permettre. « Salut, maman. » Sa voix était petite, presque un murmure. Je me suis tenue dans l'embrasure de la porte, ne l'invitant pas tout de suite à entrer. Mon cœur s'est serré, le réflexe de toute mère, mais mon esprit est resté froid, clair. « Maman, je peux entrer ?» J'ai fait un pas de côté. Elle est entrée lentement, ses yeux errant dans la maison comme si c'était un territoire inconnu. Étrange, vraiment. Combien de fois était-elle venue ici ces dernières années? 5, 6, et toujours pressée. « Salut, maman. Je prends juste quelques affaires. Je dois filer. » Puis le familier. « À la semaine prochaine. » Une semaine qui n'arrivait jamais. « Assieds-toi, » ai-je dit, désignant le canapé. « Un café? » « Non, merci. » Elle s'est assise sur le bord du canapé, serrant le bouquet comme une bouée de sauvetage. « Je t'ai apporté des fleurs. » J'ai pris le bouquet, magnifique, cher, probablement autour de 180 €, le genre qu'elle ne pouvait pas se permettre. Je l'ai posé sur la table sans chercher de vase. « De quoi as-tu besoin ?» ai-je demandé, toujours debout. « Maman, assieds-toi s'il te plaît. » Je me suis assise en face d'elle, les doigts entrelacés, attendant. Sandrine a pris une profonde inspiration, fixant le sol, puis le plafond, puis ses propres mains, évitant mon regard. Je suis venue m'excuser. À propos de cette nuit-là, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû. J'étais juste fatiguée. Je ne le pensais pas. Non, ai-je dit froidement. Tu as dit exactement ce que tu pensais. Les gens dérapent seulement quand ils sont fatigués de faire semblant, pas quand ils mentent. Elle a levé les yeux, déjà humides. Ce n'est pas vrai, maman. J'étais juste influencée. Éléonore parlait tellement de la façon dont elle avait tout construit elle-même. Et je l'ai cru. Tu l'as cru. Et puis tu m'as comparée à elle. Tu as décidé que j'étais moins bien, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je... Si, Sandrine. Je me suis penchée en avant. Tu as ri à mon visage. Devant ton mari, tes enfants, tu as dit que je n'avais rien accompli, que j'existais seulement. Une larme a coulé sur sa joue. Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolée. Silence. L'horloge tic-taquait régulièrement. Puis j'ai demandé « Pourquoi es-tu vraiment ici, Sandrine? » « Parce que tu es ma mère. Et combien dois-tu? » Elle a figé, les mots coincés dans sa gorge. J'ai demandé « Combien dois-tu? » Ses épaules se sont affaissées. Environ 27 000 € au cours des 2 derniers mois. Les détails. « Maman, est-ce vraiment né? » « Oui. »
Elle a déverrouillé son téléphone avec des doigts tremblants et me l'a tendu. L'écran était rempli de chiffres rouges. Frais de scolarité, 6 400 €, 2 mois de retard. Carte de crédit, 4 830 €, paiement minimum seulement. Prêt auto, 3 700 €, 2 mensualités en souffrance. Charge de copropriété, 1 780 €, également 2 mois de retard. Supermarché, 2 100 € dus sur une carte de fidélité. Et une ligne de plus. Éléonore Fizer, 2 100 €. Qu'est-ce que c'est? L'argent que je lui ai emprunté. 2 000 de principal, 100 d'intérêt, à payer la semaine prochaine. Éléonore t'a déçu, n'est-ce pas? Ai-je dit, sans poser de questions. Elle est restée silencieuse. Ses yeux disaient tout. Tu es allé la supplier, tu as été humilié. Et tu es reparti avec quelques miettes. Elle t'a même facturé 5% d'intérêt, comme si tu étais un investissement. Maman, elle a dit que son entreprise était en difficulté, qu'elle était en restructuration. Je sais. Elle utilise cette excuse avec tout le monde. Je suis allée dans la cuisine et j'ai éteint le four. Le gâteau était prêt. Je l'ai laissé refroidir et je suis revenue. Sandrine, es-tu venue ici pour de l'argent? Elle a baissé la tête. Je suis venue m'excuser. Et aussi, oui, j'ai besoin d'aide. Maman, l'école est sur le point d'annuler l'inscription des enfants. Lucas est gêné. Il ne veut même pas y aller parce que ses amis lui ont demandé pourquoi il avait manqué la sortie scolaire. Manon a dû arrêter le ballet parce que je ne pouvais pas payer. Ma poitrine s'est serrée. Penser à ces enfants me faisait mal au cœur, mais je ne pouvais pas céder. Pas cette fois. Que veux-tu que je fasse? Aide-moi. Juste cette fois, je promets. Promets quoi? Que tu me respecteras. Que tu seras reconnaissante. Que tu arrêteras de me comparer à quelqu'un d'autre. Ou juste jusqu'à la prochaine fois où tu oublieras. Maman, je ne suis pas comme ça. Tu l'es. Tu ne te souviens de moi que quand tu as besoin de quelque chose. Ma voix a tremblé pour la première fois de notre conversation. À quand remonte la dernière fois que tu as appelé juste pour demander comment j'allais, pas pour demander de l'argent? Elle n'a rien dit. Réponds-moi, Sandrine. Quand? Je ne me souviens pas. Exactement. Parce que ça fait trop longtemps. Je me suis levée. Tu as 45 ans. Tu as un MBA, un travail, un mari. Vous gagnez tous les deux bien votre vie. Pourtant, vous ne parvenez pas à gérer. Penses-tu que c'était plus facile pour moi? J'avais 35 ans, veuve avec une enfant de 12 ans et un magasin noyé dans les dettes. Maman, je sais. Non, tu ne sais pas. Tu n'as jamais su. Sais-tu combien de nuits je suis restée éveillée à calculer les factures? Combien de fois j'ai renoncé à de petites joies pour que tu puisses étudier? Combien d'opportunités, de voyages, d'amitiés j'ai sacrifié juste pour que tu aies ce que les autres avaient? Maman, s'il te plaît, arrête. J'ai levé la main. Tu as dit qu'Éléonore avait tout construit seule et que moi, non. Alors maintenant, Sandrine, construis seule. Ses sanglots ont rempli la pièce. Tu veux me voir à la rue? Tu veux que mes enfants souffrent? Je me suis tournée vers elle. Non. Je veux que tu grandisses. Je veux que tu apprennes. Apprendre quoi? Que rien ne tombe du ciel. Que le respect doit être gagné. Que la dignité ne réside pas dans de beaux appartements ou des voitures neuves, mais dans le caractère, dans le fait de savoir qui se tient vraiment à tes côtés. Elle est restée silencieuse un instant, puis a saisi son sac. Alors c'est tout? Tu ne m'aideras pas. Sa voix tremblait d'un mélange de colère et de désespoir. Bien, ai-je dit. Alors tu vas t'en occuper toi-même. Très bien. Elle s'est dirigée vers la porte, la main sur la poignée. Tu as changé, maman? Non, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté d'être invisible. Puis elle est partie. 3 mois et demi après cette nuit douloureuse, j'étais prête. J'ai passé une semaine entière à nettoyer, à frotter chaque recoin de la maison. J'ai sorti ma nappe en lin beige, celle que je gardais pour les grandes occasions. Je suis allée au marché pour acheter des ingrédients frais, du filet mignon, des pommes de terre, des asperges, et tout ce dont j'avais besoin pour le dessert au chocolat que mes petits-enfants adoraient. Le total s'élevait à 340 €, de l'argent que j'avais gagné moi-même, sans l'emprunter à personne. Le jeudi après-midi, j'ai envoyé un message vocal à notre discussion de groupe familial, celle que Sandrine avait créée il y a des années, mais qui était silencieuse depuis longtemps. Bonjour à tous. Je vous invite tous à dîner chez moi ce samedi à 19 h. Sandrine, Christophe, Lucas, Manon et Éléonore aussi. J'ai quelque chose d'important à dire. J'espère que tout le monde pourra venir. 10 minutes plus tard, Sandrine a répondu « Maman, pourquoi Éléonore est-elle invitée? Tu comprendras ce soir-là. » Christophe a envoyé un SMS bref.
Nous serons là, Madame Anne. Éléonore a mis 2 heures à répondre. Quelle surprise, chère Anne. Bien sûr, ce sera un honneur d'y assister. Un honneur. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Samedi matin. Je me suis réveillée à 6 heures. J'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux et j'ai mis de la crème. J'ai mis le pantalon noir que j'avais acheté 6 mois plus tôt, mais jamais porté. Un chemisier en soie blanche et de petites boucles d'oreilles. Je me suis regardée dans le miroir. Anne, 68 ans, cheveux argentés lâchés, rides autour des yeux, mais un regard plus fort que jamais. Aujourd'hui, c'est le jour où ça se termine, ai-je dit à mon reflet. La maison était impeccable quand ils sont arrivés. Le premier fut Christophe avec Lucas et Manon. Les enfants m'ont serré fort dans leurs bras. Oh, comme ils m'avaient manqué. Lucas avait grandi et Manon avait une nouvelle coupe de cheveux. Grand-mère, ça sent incroyablement bon. J'ai fait ton gâteau au chocolat préféré, ai-je dit. Manon a souri, et ce sourire a apaisé mon cœur. Sandrine est arrivée ensuite, seule. Elle avait l'air tendue, ses yeux balayant la pièce. Elle m'a salué rapidement et s'est tenue près du canapé, comme si elle pouvait s'enfuir à tout moment. À 19h15, la sonnette a retenti. Éléonore est entrée comme si elle se rendait à un gala. Robe bleu roi, talons hauts et un nuage de parfums lourds remplissant l'air. Ses cheveux et son maquillage étaient impeccables. Le masque parfait. « Anne, votre maison est si chaleureuse, » a-t-elle dit, jetant un coup d'œil autour. « Vous gardez les choses si simples, comme c'est charmant. Merci d'être venue, Éléonore. Veuillez vous asseoir. Le dîner est prêt. » J'ai dressé la table avec soin. Filet de bœuf et sauce au vin rouge, pommes de terre rôties, asperges sautées, salade et une bouteille de vin rouge. 120 €. Acheté juste pour ce soir. Simple, mais élégant. « Waouh, Anne, ça a l'air incroyable, » a dit Christophe sincèrement. Les occasions spéciales méritent une préparation spéciale. Nous avons mangé paisiblement pendant environ 20 minutes. Les enfants parlèrent de l'école, Christophe de son travail, et Éléonore parlait de son voyage d'affaires au Colorado, qui était manifestement inventé. J'ai attendu. Lorsque le dessert a été servi et que tout le monde faisait l'éloge du gâteau, je me suis levée. Je vais faire du café. Christophe, peux-tu me prendre l'enveloppe sur l'étagère? Il a eu l'air confus, mais a fait ce que j'ai demandé, apportant une grande et lourde enveloppe marron. Je l'ai posée au milieu de la table. La pièce est devenue silencieuse. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» a demandé Sandrine, sa voix tremblante. « La vérité, » ai-je dit. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti les papiers à l'intérieur. Ces derniers mois, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai examiné toutes les dépenses. J'ai étalé les documents sur la table. Relevé, reçu, liste de dépenses. Ceci est le relevé de tout ce que j'ai payé pour toi au cours des 20 dernières années. Le visage de Sandrine est devenu pâle. Université, 85 000 €. MBA, 42 000 €. Apport pour l'appartement, 120 000 €. Voiture, 68 000 €. Et au fil des ans, scolarité, assurance, logement, courses. J'ai payé environ 735 000 €. Au total, ai-je dit lentement, environ 1050 000 €. Chaque centime gagné par mois, par le travail, l'épargne et le sacrifice seul. Des larmes coulaient sur le visage de Sandrine. Christophe fixait les chiffres, stupéfait. « Maman, je ne savais pas que c'était autant. Tu ne savais pas parce que tu n'as jamais demandé. » J'ai sorti quelques papiers supplémentaires, mais la partie la plus intéressante est juste ici. Les yeux d'Éléonore se sont figés. « De quoi parlez-vous » a-t-elle exigé. « Je parle de la vérité, Éléonore. J'ai posé une autre pile de papier. Pendant des années, vous avez dit à tout le monde que vous aviez tout construit à partir de rien, que beauté naturelle était votre création. Mais la vérité est que vous avez tout hérité de votre père, Arnaud Fizer. L'entreprise, les usines, tout. » Son visage s'est figé. « Et vous l'avez géré de manière terrible. Voici le procès. 890 000 € dus aux fournisseurs. 3 magasins fermés avec une perte de 2 millions d'euros. Employés impayés, factures qui s'accumulent. » Éléonore s'est levée d'un bond. « Vous n'avez aucun droit. »« J'ai tous les droits, » ai-je interrompu, « quand vous avez utilisé des mensonges pour rabaisser les autres. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix calme mais tranchante comme du verre. « Vous avez empoisonné l'esprit de ma fille, lui faisant croire que je ne valais rien parce que je n'affichais pas la richesse, ne voyageais pas à Paris, ne portais pas de vêtements de créateur. » J'ai posé la dernière feuille sur la table.
Cet appartement où vous vivez, loué, 2 mois de retard de paiement. La voiture de luxe, 78 000 € encore due. Vêtements de créateur, tout à crédit. 4 cartes de crédit à découvert de plus de 12 000 € de dettes renouvelables. Chaque phrase tombait comme une bombe sur la table du dîner. Vous n'êtes pas riche, Éléonore. Vous êtes en faillite, survivant par illusion, facturant à votre propre fils des intérêts exorbitants, juste pour maintenir une façade qui est déjà en train de craquer. Son visage est devenu blanc, puis rouge. Ses mains tremblaient. Comment osez-vous me parler ainsi? J'ose parce que c'est la vérité. Pour la première fois, ma voix s'est élevée. Pendant des années, vous m'avez traitée de petite, de dépendante, de faible. Vous avez fait honte à ma fille de sa propre mère. Et tout cela a été construit sur un mensonge. J'ai regardé autour de la table, croisant tous les regards. Je n'ai rien hérité. Je ne dois pas un centime à personne. Chaque euro que j'ai, je l'ai gagné. Et ça, Éléonore, c'est quelque chose que vous ne pourrez jamais dire. L'air est devenu lourd de tension. Éléonore a saisi son sac, ses mains tremblant si fort qu'elle a failli le laisser tomber. « Je ne vais pas rester ici à écouter ça. C'est votre choix, ai-je dit, désignant la porte. Elle est sortie en trombe, claquant la porte derrière elle. La pièce est retombée dans un silence inconfortable. Maintenant, ai-je dit doucement, me tournant vers Sandrine. Tu sais qui a vraiment tout construit toute seule? Après le départ d'Éléonore, le silence a persisté. Lucas et Manon me regardaient, les yeux écarquillés, incapables encore de saisir ce dont ils avaient été témoins. Christophe était assis, le visage pâle, agrippant le bord de la table, fixant les documents comme des preuves dans un procès, et Sandrine, ma fille, s'est effondrée en larmes, couvrant son visage de ses 2 mains. Grand-mère. La petite voix tremblante de Manon a brisé le silence. Tu as tout payé. Pour nous? Je l'ai regardée, 12 ans, les yeux bruns brillants. Oui, ma chérie, je l'ai fait parce que je vous aime. Mais pourquoi? Pourquoi venait-on presque jamais te voir? A-t-elle demandé, les larmes coulant sur ses joues douces. Je me suis agenouillée à côté d'elle, tenant ses petites mains. Parce que quand on aime, parfois on donne sans rien attendre en retour. Mais il y a une différence, Manon, entre donner par amour et laisser les autres te traiter comme si tu étais invisible. Lucas, plus calme et ayant déjà l'air adulte, a demandé « Alors, grand-mère Éléonore a menti sur tout ?» Christophe a répondu avant moi. Sa voix était lourde de honte. « Oui, mon fils. Elle a menti. » Il m'a regardé, les yeux embués. « Madame Anne, je vous jure que je ne savais pas. Je pensais vraiment que ma mère était parfaite. »« Je sais, » ai-je dit doucement. « Mais parfois, les apparences trompent tout le monde. Votre mère a construit une image si impeccable que même vous n'avez pas pu voir les fissures. » Christophe a baissé la tête. « Je suis désolée pour la façon dont elle vous a traité, pour tout ce qu'elle a dit. J'aurais dû vous défendre. Je n'ai pas besoin d'excuses en son nom, » ai-je dit doucement, versant du café pour tout le monde. La chaleur de la tasse m'a stabilisée. Chacun de nous est responsable de ses propres actions. Sandrine a levé les yeux. Ses yeux étaient gonflés, son maquillage étalé. Elle paraissait 10 ans de plus en 10 minutes. « Maman, a-t-elle chuchoté? Au total, environ 1050 000 €. Oui, je n'ai jamais pensé, jamais demandé où tu trouvais l'argent. J'ai juste pris. Mon Dieu, j'ai été si égoïste. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment que j'avais imaginé d'innombrables fois. J'aurais pu l'écraser sous la culpabilité, lui faire ressentir la douleur que j'avais ressentie, mais je ne voulais pas de ça. « Ma chérie, » ai-je dit doucement, ma voix fatiguée mais gentille. « Je t'ai gâtée, je t'ai protégée, je t'ai tout donné. Et ce faisant, je t'ai appris la mauvaise leçon, que tu n'avais jamais à te battre pour quoi que ce soit. » Sandrine a sangloté, puis s'est agenouillée devant moi comme elle le faisait quand elle était petite fille. « Maman, je t'ai traitée terriblement. J'ai dit des choses cruelles. Je t'ai regardé de haut pendant que tu me donnais tout. » J'ai posé ma main sur sa joue. « Tu es ma fille. Je le referai, mais différemment. Je ne veux pas de ton argent, Sandrine. Je ne l'ai jamais voulu. Je ne veux qu'une chose. »« Quoi, maman? »« Je veux que tu grandisses. Deuxièmement, apprends à vivre de tes propres revenus, avec ceux de Christophe et les tiens, pas les miens. » Christophe s'est avancé. « Je promets que nous allons couper nos dépenses, équilibrer les choses.
Vivre selon nos moyens. Je le promets. Bien. J'ai hoché la tête. Et une autre chose. Je suis allée à la cuisine et j'ai apporté un morceau de papier. Ceci est un contrat de travail. Je veux que tu travailles pour moi à l'entreprise de distribution. Sandrine l'a lu, les yeux écarquillés. 4 800 € par mois. Oui, tu as un MBA. Tu es capable. Il est temps de l'utiliser pour construire quelque chose de réel, pas pour vivre aux dépens de quelqu'un d'autre. Tu apprendras à gérer une entreprise, à comprendre comment j'ai transformé une petite boutique défaillante en une entreprise stable. Tu travailleras, tu transpireras, et tu sentiras ce que signifie gagner quelque chose par toi-même. Maman, je le ferai, a-t-elle dit sans hésiter. Quand commences-tu? Lundi, 7h30 du matin. Christophe a ri. Vous n'avez jamais vu Sandrine se lever aussitôt, Madame Anne. Eh bien, tu es sur le point, ai-je répondu légèrement, puis je l'ai regardé. Et toi, Christophe, comment va cette nouvelle position? C'est confirmé. Ça commence le mois prochain. Ça vient avec une augmentation de 1200 €. Bien. Cela porte votre revenu combiné à près de 11 000 € par mois. Pas extravagant, mais suffisant pour une vie décente. Ce n'est qu'une question de priorité. Sandrine a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je promets que nous y arriverons. Bien. Je vais vous aider à établir un budget. J'ai sorti mon vieux carnet. Nous allons planifier ligne par ligne. Couper les extras. Pas de salle de sport. Faites des promenades au parc à la place. Moins de repas au restaurant. Trouvez une école bonne mais abordable pour les enfants. Et cette dette de 27 000 €, vous la paierez progressivement. Plus de prêts rapides. Compris, a dit Christophe doucement. Merci, grand-mère, a dit Lucas, me serrant fort dans ses bras. Manon a couru et l'a rejoint, tous deux s'accrochant à moi. Grand-mère, nous t'aimons. Nous sommes désolés. Mon cœur, fatigué et marqué, s'est soudain réchauffé. Nous nous sommes tous assis et avons parlé tard dans la nuit. J'ai préparé plus de café. Sandrine a aidé à faire la vaisselle, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années. Christophe a réparé la chaise bancale du salon. Les enfants m'ont montré leurs notes, ont parlé de leurs rêves. Lentement, ma famille s'est reconstruite, non pas comme avant, mais meilleure, plus honnête, plus réelle, plus aimante. Ils sont partis près de minuit. Sandrine était la dernière à la porte. Elle m'a regardée avec les mêmes yeux que ceux que j'avais connus depuis le jour où je l'avais tenue pour la première fois. « Maman, a-t-elle murmuré, tu m'as donné la plus grande leçon de ma vie aujourd'hui. Quelle leçon est-ce? Que la dignité ne s'achète pas, elle se construit. Elle m'a serré fort dans ses bras, et que la femme la plus forte que j'ai jamais connue a toujours été juste devant moi. Je ne regardais juste pas. Quand la porte s'est fermée, je me suis assise sur le canapé. La maison était à nouveau silencieuse, mais c'était paisible. J'ai regardé les papiers toujours sur la table, les chiffres qui racontaient l'histoire de ma vie. Une histoire de sacrifice, de résilience et d'amour. Le genre d'amour qui donne, mais qui sait aussi quand s'arrêter. Mon téléphone a vibré, un message de Sylvie. Comment ça s'est passé? J'ai souri en tapant ma réponse. La fin et le commencement. Parce que c'était ça. Pas seulement une fin, mais un nouveau départ. La fin de l'invisibilité. Le début du respect. 6 mois plus tard, j'étais au bureau quand Sandrine a fait irruption, essoufflée, tenant un dossier. « Maman, je viens de signer un contrat de fourniture avec la chaîne d'école publique. Ça vaut 15 000 €. La fierté a rempli mon cœur, non pas à cause de l'argent, mais parce que ma fille l'avait atteint par son propre effort. Je savais que tu pouvais le faire. Elle m'a serré dans ses bras, là, dans l'entrepôt, entourée de cartons et de piles de cahiers. À ce moment-là, j'ai réalisé que le plus grand héritage que nous puissions laisser n'est pas l'argent. C'est l'exemple, la dignité et la conviction que chacun peut construire son propre succès s'il a le courage de commencer. 1 an et demi après ce dîner fatidique, je me suis réveillée un doux samedi matin avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si la dernière pièce d'un puzzle manquant depuis longtemps venait de se mettre parfaitement en place. Je me suis préparé une tasse de café noir et me suis assise sur le porche avec mon vieux carnet. Mais aujourd'hui, pas pour calculer des chiffres. Je l'ai ouvert pour écrire. J'ai tout écrit. Cette nuit-là. Les larmes, les décisions, les changements. Quand j'ai fini, il y avait 12 pages. L'histoire vraie et crue de ma vie. Le portail a grincé en s'ouvrant. Sandrine est entrée, tenant un sac de pain chaud de la boulangerie voisine, un rituel du samedi matin que nous avions ravivé il y a des mois.
Bonjour, maman. Elle m'a embrassé le front, comme elle le faisait quand elle était petite. J'ai apporté du pain blanc, du pain de maïs et ces pâtisseries à la crème que tu adores. Tu dépenses trop encore. Seulement 23 €, totalement dans le budget, a-t-elle dit fièrement. Oh, et ce mois-ci, nous avons déjà économisé 800 € de plus. J'ai souri. Pour certaines personnes, 800 € peut sembler peu, mais pour une famille qui devait autrefois près de 27 000 €, c'était une victoire. Et la dette? Il ne reste plus que 2100 €. Nous aurons fini de tout payer d'ici mars, a-t-elle dit, versant du café et s'asseyant à côté de moi. Maman, a-t-elle dit doucement. Christophe et moi avons parlé. Une fois que la dette sera partie, nous allons commencer à t'envoyer un peu d'argent chaque mois. Pas beaucoup. Nous ne pouvons pas nous permettre beaucoup, mais 200 € juste pour te remercier. Mes yeux piquaient. Ma chérie, je t'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Non, maman. J'ai besoin de le faire. Pas à cause de l'argent, mais parce que je veux prouver que j'ai changé. Que je ne suis plus quelqu'un qui ne fait que prendre. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Nous nous sommes serrés dans les bras sur le porche, laissant le café refroidir et l'odeur du pain chaud remplir l'air. Tu ne me dois rien, ai-je murmuré. Tu m'as déjà remboursé avec ta croissance, ton changement et ton amour. Un peu plus tard, Christophe et les enfants sont arrivés. Lucas avait l'air différent. Il avait obtenu une bourse dans sa nouvelle école. C'était plus simple mais excellent, et les frais de scolarité étaient inférieurs de 30%. J'ai regardé ma famille et j'ai ressenti la paix. Enfin, je savais que la fondation que j'avais reconstruite était à nouveau solide, et elle était bâtie sur ce qui dure: l'amour, la vérité et la dignité. Manon était retournée au ballet, mais maintenant dans un programme communautaire parrainé par la ville. 50 € par mois. Grand-mère, regarde, a-t-elle dit, me montrant son téléphone, une photo d'elle et des autres filles, toutes en juste au corps, souriant vivement. Nous allons jouer au théâtre de la ville en juin. Tu viendras, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. Au premier rang. Et moi aussi, grand-mère, a ajouté Lucas, me tendant un certificat. J'ai eu la 2e place au concours d'essai de l'école. J'ai écrit sur toi. J'ai tenu le papier, mes mains tremblantes. Son essai disait: ma grand-mère Anne m'a appris que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois qu'on le fait. Elle a perdu mon grand-père tôt, mais n'a jamais abandonné. Elle a bâti une entreprise toute seule, a élevé ma mère, et même quand les gens lui manquèrent de respect, elle n'a jamais perdu sa dignité. Maintenant, je comprends que les héros ne portent pas toujours des capes. Parfois, ils portent des tabliers, conduisent des camions de livraison, ont des cheveux argentés et des mains calleuses. Ma grand-mère est mon héros. Je n'ai pas pu finir de lire. J'ai tiré Lucas dans un câlin si serré qu'il a ri, moitié gêné, moitié heureux. « Grand-mère, tu m'étouffes. Laisse-moi t'étouffer encore un peu. » Christophe s'est approché. « Madame Anne, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » J'écoute. J'ai coupé les ponts avec ma mère. La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants ont arrêté de faire défiler leur téléphone. « Pourquoi ?» ai-je demandé. Après ce dîner, j'ai essayé de lui parler plusieurs fois. Je lui ai demandé d'admettre qu'elle avait menti, de changer, de chercher de l'aide, mais elle ne l'a pas fait. Elle est toujours la même. Dépenser ce qu'elle n'a pas, prétendre vivre une vie qui n'existe pas, et même me facturer des intérêts. Imaginez. Facturer des intérêts à son propre fils. Et qu'est-ce que tu en penses? Triste, mais soulagé, a-t-il dit, jetant un coup d'œil à Sandrine, puis à moi. J'ai réalisé que nous n'avons pas à accepter un comportement toxique juste parce qu'il vient de la famille. La vraie famille, c'est le respect et le soutien. Ce sont les gens qui restent à vos côtés même quand ça fait mal, comme vous l'avez fait pour nous. Même après que Sandrine vous ait blessé. Sandrine lui a serré la main. Nous avons essayé d'aider sa mère. Nous avons proposé de payer un thérapeute, de lui obtenir des conseils financiers, mais elle a refusé. Elle a dit que tout était sous contrôle, alors qu'en réalité, a ajouté Christophe, elle s'enfonce de plus en plus dans ses propres mensonges. Mon cœur s'est serré pour toute la douleur qu'Éléonore m'avait causée. Tout ce que je ressentais maintenant, c'était de la pitié. Elle était piégée dans une prison qu'elle avait elle-même construite, une cage faite de fierté et d'illusions. « Et vous deux ?» ai-je demandé aux enfants. Lucas a pris la parole. Grand-mère Éléonore ne se souciait pas vraiment de nous. Elle nous donnait des cadeaux coûteux, mais elle ne demandait jamais ce que nous aimions à l'école, qui étaient nos amis, ou ce dont nous rêvions.
Les cadeaux ne peuvent pas remplacer l'amour. De la bouche d'un adolescent de 15 ans est sortie une vérité que beaucoup d'adultes ne saisissent jamais. Vous grandissez si vite tous les deux, ai-je dit avec un sourire. C'est parce que nous avons un bon exemple, a répondu Manon, les yeux brillants. Cet après-midi-là, nous avons déjeuné ensemble, des spaghettis avec une sauce tomate faite maison. J'ai appris à Sandrine comment la faire à partir de zéro. Ensuite, nous avons joué au Monopoly et Manon, comme toujours, a gagné. Nous avons ri, nous nous sommes souvenus et avons parlé de tout et de rien. Quand ils sont partis, le soleil se couchait. Je suis restée à la porte, agitant la main, jusqu'à ce que leur voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je suis retournée sur le porche, j'ai ouvert mon vieux carnet et j'ai écrit la dernière ligne sur la dernière page. Ils pensaient autrefois que j'étais invisible, mais j'étais la fondation de tout. Et quand la fondation bouge, tout tombe, non pas pour détruire, mais pour reconstruire, plus fort, plus vrai et plus digne. J'ai fermé le carnet. La vie n'était pas parfaite. Il y avait encore des factures, des soucis et des cicatrices qui n'avaient pas complètement guéri. Mais maintenant, j'avais quelque chose de bien plus précieux. Le respect, la compréhension et l'amour véritable. Pas celui prononcé par des mots vides, mais celui prouvé par l'action. Mon entreprise de distribution était florissante. Sandrine était devenue une meilleure responsable des ventes que je ne l'avais espéré. Nous discutions déjà d'ouvrir une nouvelle succursale. Mes cheveux étaient toujours argentés, mes mains toujours rugueuses, ma maison toujours modeste, mais je n'avais besoin de rien de plus, car j'avais ce que l'argent ne pourrait jamais acheter. La dignité et une famille qui voyait enfin ma vraie valeur. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai reçu un message de Sandrine. « Maman, merci de ne pas avoir renoncé à moi. Merci de m'avoir enseigné même quand ça faisait mal. Merci d'être la femme la plus forte que j'ai jamais connue. Je t'aime de tout mon cœur. » J'ai répondu simplement « Je t'aime aussi. » Puis j'ai dormi paisiblement. En repensant à tout ce que j'avais traversé, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, nous passons toute notre vie à chercher l'amour et le respect des autres, oubliant que la façon dont nous nous traitons nous-mêmes et ceux que nous aimons est ce qui définit vraiment notre valeur. La famille n'est pas toujours parfaite, mais c'est là que nous apprenons, pardonnons et recommençons. Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre que l'amour ne signifie pas tout endurer et que la force ne signifie pas s'endurcir. La vraie force est de pouvoir dire assez quand il est temps, tout en gardant la gentillesse dans son cœur. Et vous, avez-vous déjà dû vous relever après avoir été blessé par les personnes que vous aimez le plus? Qu'avez-vous appris de cela? Partagez votre histoire dans les commentaires, car peut-être que vos mots réchaufferont le cœur de quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir. Si vous souhaitez continuer à écouter des histoires de famille, de gratitude et de résilience, restez avec moi. Ensemble, nous continuerons à parcourir ce chemin, une histoire à la fois, une leçon à la fois, avec toute l'honnêteté de nos cœurs.